Entre 15 heures et 16 heures, on va avoir donc, comme on le disait, différentes réactions des unités allemandes. On a parlé un petit peu des unités allemandes sur Sainte-Mère-Église et les différentes contre-attaques qui vont avoir lieu. On y reviendra également dans l'après-midi avec la fameuse bataille du pont de la Fière. On va avoir également des tirs qui vont venir de 40 ans. Là, on part du côté de la Barquette, où on était notamment la nuit dernière avec le lieutenant-colonel Johnson, qui tient toujours cette écluse de la Barquette. Alors, Johnson n'est pas positionné directement sur la Barquette. Il va aller se positionner juste derrière, dans ce carrefour qui sera nommé à partir du 7 juin 1944 le Hell's Corner, le carrefour de l'enfer, où d'ailleurs les paras du 501e régiment de parachutistes, les hommes de Johnson, qui seront à ce moment-là le 7, autour de 150 à 180 gars positionnés dans ce carrefour, et vont prendre sous leur feu les hommes du 6e régiment de parachutistes allemands, qui vont revenir de leur tentative d'attaque sur Sainte-Marie-du-Mont. Ils vont revenir à travers les marais, et cette bataille va durer une bonne partie de la journée du 7, avec différentes trêves qui auront lieu, mais qui permettra la victoire notamment de ces Américains, qui vont faire face d'ailleurs à cette poignée de paras, de 150 paras, va faire face à plus de 600 à 700 parachutistes allemands, qui sont très bien équipés, très bien entraînés, mais qui vont difficilement pour eux être en pleine zone marécageuse, et qui auront la difficile possibilité de pouvoir facilement attaquer cette poignée de para-américains, qui va vraiment les mettre à mal. On sait que sur ces 6 à 700 parachutistes allemands, il y en a moins d'une trentaine qui pourront rejoindre la direction de 40 ans. Ces unités allemandes, il va y avoir notamment différents prisonniers qui seront faits durant cette bataille du Hell's Corner le 7 juin, mais tout au long de la journée du 6 juin, comme on pouvait le dire, autour de 15 à 16 heures, une bonne partie de prisonniers allemands vont pouvoir être faits. Ça va d'ailleurs être le cas dès le matin du 6 juin à 6h30, lors de l'arrivée de la 4e division d'infanterie. Les hommes du WN5, ou du moins ceux qui restent, vont être faits prisonniers, et les unités américaines, même si elles avaient pour ordre dans la journée du 6, et notamment pour les parachutistes, de ne faire que très peu de prisonniers, il va y avoir une quantité de prisonniers importante qui vont être faites. Différents clichés vont être faits, notamment du côté de Houdouville-la-Hubert, là on était un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Des clichés vont être faits sur cette zone, avec une quantité de prisonniers allemands autour de 200, 300, voire même plus, sur certains clichés. Autour de 1000 prisonniers allemands vont être faits dans les premières heures. Ces hommes sont envoyés direction Utah Beach, où ils vont être cantonnés dans un premier temps, soignés pour certains. On le rappelle, l'hôpital de campagne de Utah Beach, situé du côté de la chapelle de la Madeleine, va être installé. Et les premiers prisonniers allemands vont être envoyés en Angleterre. À la suite de ça, dans l'été 1944, et à partir du mois de juin, va être installé le camp de prisonniers, le célèbre camp de prisonniers de Foucarville, où seront cantonnés pas moins de 4000 prisonniers allemands jusqu'en 1948. Mais l'ensemble de ces premiers prisonniers allemands sont envoyés directement en Angleterre, de manière à pouvoir être interrogés, de manière à pouvoir être étudiés, pour apprendre des choses sur ces unités allemandes qui sont positionnées en Normandie, et d'ailleurs un petit peu partout en France. On va envoyer donc en Angleterre des unités allemandes, des soldats allemands, pardon, mais également des civils qui vont être blessés, ou des civils qui vont tout simplement être pris par ces unités, vont être envoyés directement en Angleterre, de manière à pouvoir être interrogés, de manière à pouvoir être étudiés, pour savoir ce qu'ils pensent des unités allemandes, et ça dès les premières heures. Pas mal de navettes sont faites entre la plage de Utah Beach et la côte normande et l'Angleterre, de manière à pouvoir envoyer les premiers blessés. Ça va être le cas notamment de Frank Lilliman, ce premier Pathfinder qui arrivera en Normandie dans la nuit du 5 au 6, qui ira en Angleterre dans la journée du 6 pour se faire soigner, et reviendra par la suite. Donc à ce moment-là, entre 15 heures et 16 heures, les premiers échanges sont en train d'être faits entre la Normandie et l'Angleterre. On envoie des prisonniers, on envoie les premiers blessés, des civils également sont envoyés, et les premières communications sont créées vraiment entre ce qui était quelques heures auparavant la zone occupée, et là et l'Angleterre, qui faisait partie des pays alliés. Donc voilà, 15 heures, 16 heures, on est sur déjà un établissement
de la tête de pont qui est globalement sécurisée et les hommes vont pouvoir commencer à avancer un petit peu dans les terres, mais pour faire face à des unités allemandes beaucoup plus entraînées et beaucoup plus préparées surtout à faire face notamment à ces attaques, américaines et ces prises de position américaines. Et là, on parlera notamment dans l'après-midi de la bataille du pont de la Fière qui se déroulera dans l'après-midi du 6 juin. 15 heures sur le front de Normandie. Nous ne parlons même plus de la plage du Tabitch, nous sommes désormais sur le front de Normandie, puisqu'il s'agit d'une évidence pour les troupes américaines et que la situation semble effectivement se concrétiser, voire s'aggraver si on se place sous le point de vue des Allemands. Les troupes capturées sont de plus en plus nombreuses. Les Américains semblent obtenir des résultats décisifs, on l'a vu. Et par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis quelques dizaines de minutes, puisque la décision aura été prise a priori aux alentours de 14h30, depuis quelque temps, les mouvements côté allemand sont plus conséquents. Bien sûr, les Américains n'en ont pas encore la conscience et les conséquences ne vont arriver que dans les jours qui suivront. Mais Hitler a changé finalement son opinion et a autorisé dans un second temps les mouvements, notamment pour le Panzergruppe West, pour le groupe d'armée B et pour le QG de von Rundstedt. Ce qui veut dire que, à partir de là, la 12e division SS et la Panzerlehr, deux divisions lourdement blindées, sont envoyées vers le front de Normandie et vont pouvoir apporter un soutien lourd aux troupes qui sont mises en difficulté. Alors certes, la situation n'est pas la même sur les différentes plages et dans les différentes zones de combat. Sur Omaha Beach, personne ne le sait, bien entendu, du côté d'Utah, mais la situation est particulièrement catastrophique. On a même imaginé dans les états-majors américains rembarquer les troupes d'Omaha Beach pour finalement les débarquer à nouveau à Utah, puisque ça s'était bien déroulé. Mais l'issue de la bataille va quand même faciliter une pénétration à l'intérieur des terres en fin de journée, mais les résultats sont loin d'être aussi conséquents pour le moment, en cette milieu d'après-midi, que dans le secteur du Tabitch. Alors à partir de là, on peut se demander comment les Américains vont parvenir à homogénéiser leur zone de front et comment les Allemands vont réagir. Les heures qui suivent pour les Allemands ne vont pas être des heures décisives, dans le sens où on va observer finalement des combats sporadiques, isolés, mais à chaque fois une volonté de contenir la pression américaine, mais sans mener de contre-attaque vraiment effective, parce qu'on ne dispose pas des moyens nécessaires pour le faire, ou parce qu'on n'a pas, c'est notamment le cas pour le 6e régiment de parachutistes, la capacité à acheminer suffisamment rapidement, avec des moyens de transport rapides, les effectifs de soldats sur les zones de combat. Donc il va falloir attendre pour le Fallschirmjäger Régiment 6 la fin de la journée pour que les combats soient vraiment effectifs dans le secteur de Sainte-Marie-du-Mont, par exemple.